Bonjour, je suis en compagnie du docteur Sylvie Belleville en direct de Montréal. Elle est professeure titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal et elle est directrice du centre de recherche et de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, si je ne me trompe, docteur. Alors, vous avez fait une présentation intéressante sur la plasticité cérébrale, la réserve cognitive, ce qui finalement permet à certains patients au début d'un trouble cognitif ou voire même d'une maladie d'Alzheimer, eh bien de retarder finalement leur évolution. Alors, qu'en est-il de cette réserve cognitive, de cette plasticité cérébrale? Écoutez, cette conférence, elle repose un peu sur cette question qui est fondamentale et je dirais pressante, c'est de savoir pourquoi certains individus âgés, quand ils vieillissent, montrent relativement peu de déclin cognitif. Même quand on les compare à des sujets plus jeunes, on observe dans des études longitudinales que ces gens-là peuvent maintenir une performance relativement intacte. Et donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans leur cerveau qui leur permet de maintenir ce niveau de performance. Et toute cette question de neuroprotection, compensation, réserve cognitive a été proposée pour tenter d'expliquer et mieux comprendre ce phénomène. La réserve cognitive, on la définit comme cette propriété du cerveau qui fait en sorte que la personne peut maintenir la cognition malgré la présence de changements pathologiques, par exemple, associés à la maladie d'Alzheimer ou d'autres démences ou d'autres atteintes du cerveau, ou associés au vieillissement. Donc, ce qu'on propose, c'est que ces processus vont venir modérer l'impact. Donc, il y a un changement, effectivement, structurel, fonctionnel, de la pathologie, mais l'effet sur la cognition est modéré par quelque chose qui se passe dans le cerveau et qui on pense est malléable. Alors, ça m'amène à la deuxième, je dirais, donnée importante de la littérature qui vient de toutes les études épidémiologiques montrant qu'il y a tout un tas de facteurs modifiables qui pourraient rendre compte d'une grande partie des démences. Et puis, il y a un rapport de l'ANSET là-dessus qui a été publié avec des mises à jour importantes qui montrent qu'on pourrait, si on pouvait éliminer ces facteurs de risque, on pourrait réduire jusqu'à 40% des cas de démence dans le monde. Donc, vous pouvez nous préciser un petit peu ces facteurs de risque? Les facteurs de risque, oui. Alors, sédentarité, évidemment, donc manque d'activité physique, éducation, donc ça, c'est toute la question de la stimulation cognitive, je vais y revenir. Tous les facteurs de risque vasculaire. Donc, évidemment, diabète, hypertension, obésité. Mais on a aussi des facteurs plus étonnants, comme par exemple les troubles auditifs. Et il y a quand même des études qui sont assez convaincantes avec des modèles neurobiologiques. Et ça, c'est peut-être lié, entre autres, à l'isolement social que ça entraîne. Donc, l'isolement social est un autre facteur. Donc, on voit tout un ensemble de facteurs comme ça qui sont potentiellement modifiables par l'individu, mais aussi par la société. Dans le dernier rapport, on a aussi inclus la pollution. Donc, il y a des facteurs qui peuvent être modifiables et qui pourraient avoir un impact. Donc, la relation de causalité est à déterminer. Mais c'est pour ça que moi, je me suis beaucoup intéressée dans mon parcours aux interventions cognitives comme modèle expérimental, parce que, évidemment, ça, ce sont des facteurs qu'on ne contrôle pas comme individu puis qui arrivent tout au long de la vie. Et l'idée, la question importante, c'est est-ce qu'il est trop tard? Est-ce qu'on est capable d'avoir un impact sur ces facteurs de neuroprotection plus tard? Est-ce que des interventions relativement courtes et ciblées peuvent avoir le même effet sur le cerveau? Et moi, dans ma conférence, ce que je montre, c'est que d'une part, oui, les interventions cognitives, stratégiques ont un effet sur le cerveau, ont un effet sur la cognition, l'effet se maintient dans le temps, et ont un effet intéressant, assez similaire à l'effet qu'on observe de facteurs qui sont, on dirait, long life, là, comme par exemple l'éducation. Donc, quand je regarde l'effet de l'éducation sur le cerveau et l'effet de l'éducation et l'effet des entraînements cognitifs sur le cerveau, j'observe, et ça c'est une preuve de concept, ça ne prouve pas en tant que tel, mais j'observe des similarités troublantes. D'accord, d'accord.
Donc un message d'espoir, quoi. Finalement, donc continuer à se stimuler sur le plan cognitif retarde l'apparition et l'installation de ces troubles cognitifs avec l'âge. C'est ce qu'on espère. Oui, oui, c'est ce qu'on espère évidemment, puis probablement une approche assez multifactorielle, dans le sens où il n'y a probablement pas juste un facteur qui va être le Holy Graal, le Saint Graal, et on a probablement, dépendant des facteurs de risque de la personne, même d'une société, et combien les facteurs de risque sont prévalents dans une société, on va avoir des approches, promouvoir des approches qui sont différentes. Eh bien, écoutez, merci infiniment, Dr Belleville, pour cette présentation et je vous souhaite une très belle journée à Montréal. Merci, Dr Delabrousse-Maliou, pour avoir discuté avec moi aujourd'hui et bonjour à tous nos collègues, tous mes collègues. À très bientôt. À très bientôt.